Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Vipulane Puvanesvaran au micro de Nouvelle Conscience. Vipulane Puvanesvaran s'engage au quotidien pour défendre ce qu'il nomme des espaces écologiques, c'est-à-dire des lieux où se tissent d'autres formes de relations, plus égalitaires et sensibles avec les vivants humains et non humains. Vous l'avez peut-être aperçu dans le film Animal réalisé par Cyril Dion, ou bien en librairie avec la sortie de son livre Autonomie animale, publié aux éditions Michel Lafon et coécrit avec Shams Bougafer et Clara Damirou. À travers ses engagements multiples, Vipulane dénonce toute forme d'oppression qui structure les dominations ainsi que nos manières d'être au monde. Je suis heureuse d'avoir pu échanger avec Vipulane sur ces aspects systémiques de la transition, aux confins de nouvelles matérialités symboliques, culturelles, politiques. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie de repenser les relations que nous tissons avec nos autres compagnons de route. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Vipulane Puvanesvaran. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Vraiment, ça me fait super plaisir. Donc, on va échanger sur ton engagement, sur ta vision aussi qui est très intéressante du lien qu'on peut avoir à la fois avec les animaux, avec le monde vivant en général. Voilà, un lien écologique, cosmologique, viscéral, d'après ce que j'ai pu lire, entendre dans tes différentes interventions. Pour commencer, Vipulane, j'aimerais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience. C'est l'invitation que je fais à mes invités. Alors, je m'appelle Vipulane, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en deuxième année de licence, dans une licence qui s'appelle Sciences pour un monde durable à Paris Sciences et Lettres. Et sinon, je suis militant écolo au sens large, on va dire. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus sur qu'est-ce que l'écologie, etc. D'accord, super, merci. Donc Vipulane, là, pour l'instant, on va déjà se concentrer sur ton livre et sur ton lien justement avec le monde animal. Donc la question que je me posais, c'est comment t'es venu en fait ce lien sensible, ce lien viscéral, comme je disais tout à l'heure, avec le monde animal, alors qu'en plus tu as grandi en ville, dans la banlieue parisienne. Alors moi, étonnamment, c'est pas forcément venu du contact ou quoi. C'est peut-être venu de manière plus théorique. Et à l'origine, justement, du coup, j'ai aussi participé au film de Cyril Dion qui s'appelle Animal, qu'on a tourné en 2019-2020. Et disons qu'avant, moi, j'étais plutôt centré quand même sur le changement climatique. Et comme beaucoup de jeunes, finalement, de notre génération, on était très axés sur cette question-là. Et c'est notamment le film qui a fait que j'ai pris conscience de cette question-là, avec les gens qu'on a rencontrés. Et puis aussi les lectures après que j'ai pu avoir. Donc oui, du fait de ma situation urbaine, c'est pas forcément d'abord venu par le contact ou des trucs comme ça. D'accord. Et tu dis notamment que dans le film, tu es passé d'une vision environnementaliste à une vision écologiste de ces sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus et peut-être revenir sur la définition, la différence que tu fais entre ces deux mots? Oui, justement, l'environnementalisme, pour moi, c'est une posture qui consiste à vouloir protéger la nature comme une entité qui serait extérieure aux humains, qui serait essentialisée, et qui est en fait une idée qui est une adversaire complice de l'idée du système économique actuel, qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. L'environnementalisme, dans sa forme contemporaine, je dirais qu'elle se caractérise notamment aussi par une hiérarchisation des luttes, où on va considérer que la lutte contre le changement climatique et la protection de cette nature extériorisée serait supérieure aux autres formes de lutte. Alors qu'il y a des gens qui meurent et qui sont aliénés par plein d'autres formes d'aliénation différentes, quoi.
le patriarcat, le racisme, les morts au travail, etc. Et évidemment, ça c'est une définition simple, on va dire. Et moi, par exemple, j'étais très très axé sur le changement climatique et je prenais pas forcément en compte les autres aspects au début. Et c'était le cas de beaucoup de gens. Après, par exemple, dans le film, Bella, elle, c'était plutôt le côté protection de la nature, avec la misanthropie qui va avec parfois. Et oui, pour moi, du coup, avec cette hiérarchisation des luttes, cette vision de voir la nature comme une entité qui est extérieure aux humains, il y a plein de problèmes qui se posent. Et l'écologie, face à ça, c'est déjà à l'origine une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc pour moi, l'écologie en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des formes qui seraient des relations qui seraient nouvelles, des formes de relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et libératrices entre les humains et le vivant non humain, mais aussi entre les humains. Et on a tendance à oublier cette deuxième partie. Oui. C'est-à-dire que l'écologie, pour moi, c'est défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles. C'est, pour reprendre l'expression de Baptiste Morisot, ajuster les égards, ajuster nos formes de relations en fonction de la manière d'être vivant de chaque être, de chaque espèce, etc. Oui, donc ce que tu soulignes là, c'est que c'est pas uniquement prendre soin de la nature, comme on aime l'appeler, de l'environnement en plus, ce qui nous environne, mais c'est vraiment une transformation sociale en fait, dans les rapports entre humains et non humains. Ouais. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement politique. Parfois on a tendance à dire que non, ça dépasse les clivages politiques, etc. Mais non, en fait, j'ai dit que l'écologie c'était quelque chose de relationnel du coup, et pas quelque chose qui divise le monde en deux substances, la nature et la culture. Et dans cette vision relationnelle, on peut rappeler que la politique, c'est justement tout ce qui vise à transformer les relations dans une société, en fait. Donc après, il y a la différence entre être partisan et faire des choix politiques. C'est pas la même chose, on n'est pas obligé de prendre part à des partis politiques, mais l'écologie est fondamentalement politique, et en ce sens, c'est aussi que c'est une lutte de gauche, quoi. Et c'est important de le rappeler parce qu'on a vu ces derniers temps des individus qui pensaient qu'on pouvait dépasser les clivages et aller parler à l'extrême droite et à valeurs actuelles en faisant de l'écologie. Mais en fait, ça déjà, c'est ne pas comprendre les mécanismes, ce qu'est l'écologie et les implications de l'écologie. C'est-à-dire que, par exemple, simplement sur la question du changement climatique, puisque certains, justement, réduisent la question de l'écologie au changement climatique, et c'est à partir de ce prisme-là qu'on dit qu'il y a urgence et donc il faut parler à tout le monde. Le changement climatique, les personnes qui vont être le plus affectées, c'est les personnes les plus précaires, que ce soit à toutes les échelles, à l'échelle locale, parce que c'est des quartiers qui sont moins, qui ont moins la capacité de faire face aux conséquences du changement climatique, par exemple, parce que c'est souvent des habitats mal isolés, etc. Oui. À l'échelle nationale aussi, on pourrait citer de la même manière, on pourrait dire ça de la même manière, puisque les villes les plus pauvres sont situées souvent dans les zones où il y a le plus de pollution, typiquement. Et aussi à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, c'est les personnes les plus précaires du pays du Sud qui vont être le plus victimes des conséquences du changement climatique. Donc, faire face aux conséquences du changement climatique, ce n'est possible qu'avec une solidarité internationale, qu'avec une posture internationaliste, en fait. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est à partir de ce prisme-là qu'on va dire que c'est impossible de penser une écologie raciste. Ça n'a pas de sens. Oui. Oui, tu vous en parlais dans ce livre Autonomie animale, donc publié aux éditions Michel Lafon, que tu as coécrit avec Shams Bougafer et Clara Damiron. Vous mettez en lumière plusieurs phénomènes, par exemple l'animalisation, que vous opposez à l'animalisme, et le racisme qui finalement est présent dans toute forme de discrimination, à la fois entre les humains, mais également avec toute forme de vie sur Terre. Comment c'est constitutif aussi d'être cette relation qu'on a hiérarchisée? Oui, alors déjà l'animalisation, c'est un processus qui consiste à réduire certains humains à des animaux. Déjà, il faut rappeler que pour qu'il y ait animalisation, il faut qu'il y ait une distinction entre humain et animal. Et donc dans le processus d'animalisation, on va réduire certains humains à cette catégorie d'animal pour les inférioriser, pour en faire des sujets à une oppression systémique, quoi. C'est le cas avec le racisme, et c'est aussi le cas avec le patriarcat, avec le validisme, etc. Et oui, par exemple, sur le cas du racisme, on a régulièrement, même encore aujourd'hui, des cris de singes quand il y a des footballeurs noirs qui jouent. Par exemple, je crois que récemment c'était en Italie qu'il y avait eu ce problème-là. Et c'est quelque chose de très récurrent, même historiquement.
l'oppression est justifiée parce que c'est pas vraiment des humains. Et justement, les Sarko ont établi on parlait d'un spectre finalement entre les pas vraiment humains, donc ça c'est les personnes racisées, mais aussi les femmes, les personnes transgenres, les personnes LGBT, les personnes handicapées, etc. Enfin, les personnes non valides. Et ensuite, donc il y a les pas vraiment humains, et ensuite il y a ce spectre jusqu'au tout à fait humain, qui est l'idéal de l'homme blanc européen, qui a toutes les qualités qu'il faut pour être humain. Et donc en fait, la distinction entre humain et animal a aussi servi à oppresser certaines populations. Donc on a parlé des personnes racisées, mais pour les femmes, typiquement la sexualisation, c'est typiquement des mécanismes d'animalisation quand on dit... quand on parle de chiennes ou de gazelles, de panthères, notamment pour des femmes racisées, ou pour les personnes non valides, par exemple on parle de bêtes de foire. Typiquement c'est des mécanismes d'animalisation. Et donc la constitution d'une catégorie animale qui serait tout ce qui n'est pas humain sert aussi à oppresser des humains. Et d'après toi, comment on devient insensible justement à ces autres formes de vie qui finalement sont du vivant? Tu fais un parallèle entre les exploitations qui sont perpétrées par le capitalisme et justement ce manque de cohabitation et de finalement identification aussi. Juste avant, je me dis que par rapport à la question de l'animalisation, il y a une question qui est importante, peut-être qu'on y reviendra après. Ouais, dis-moi. C'est la question par exemple des ouvriers d'abattoirs. Et il se trouve que paradoxalement, les ouvriers d'abattoirs, qui sont aussi sujets à exploitation, sont aussi animalisés, puisque s'ils doivent tuer des animaux comme ça, c'est que c'est des sauvages, etc. Ou le même vocabulaire qu'on utilise pour qualifier les jeunes dans les quartiers populaires. Donc paradoxalement, il y a une animalisation aussi des ouvriers d'abattoirs qui sont malgré eux des maillons de la chaîne de l'exploitation animale, et qui sont aussi sujets à exploitation, puisque il y a je crois 40% de travailleurs en intérim, il y a beaucoup de sans-papiers, il y a un absentéisme de 10% tellement les conditions de travail sont très dures. Dans les abattoirs, il y a des alarmes qui se déclenchent après un laps de temps donné quand il faut passer à l'animal suivant qu'il faut abattre. Il y a, je crois, 89% des hommes et 92% des femmes, ou peut-être que c'est l'inverse, qui ont connu des troubles musculo-squelettiques dans les 12 derniers mois. Enfin voilà, c'est aussi des personnes qui sont sujets à exploitation et qui sont aussi animalisées malgré le fait qu'ils sont dans des abattoirs. On pourrait définir le capitalisme comme une réduction de tout à de la simple valeur économique. Et à partir de là, toi, moi, un animal domestique, un arbre, une forêt, tout peut être réduit à de la valeur économique et à la forme de la valeur économique qui est la marchandise. Et donc à partir de là, tout est pensé à partir de ces concepts-là. Et donc pour moi, pour construire des sociétés écologiques, il faut absolument se passer de ces concepts et plutôt se fonder sur des concepts comme les interdépendances entre les humains et les non-humains, la liberté au sens libertaire du terme, c'est-à-dire la liberté dans l'égalité et l'égalité dans la liberté, etc. Et en fait, tout cet ajustement permanent des relations n'est pas possible dans le cadre de la réduction de l'ensemble de ce qui existe, que ce soit des objets ou des vivants, à de la valeur économique. Oui. Donc du coup, ce que je me demandais, c'est justement ce lien de désensibilisation. Tu crois que c'est aussi réduit à ce prisme de pensée du capitalisme? C'est causé par ça? C'est une des raisons? Je pense que c'est une des raisons, non exclusive. Ensuite, il y a aussi la culture qui forge ça, le mode de vie urbain, etc. Je parle pas forcément pour les deux autres personnes qui ont coécrit le livre, mais je pense que, parce qu'on n'a pas discuté, donc je préfère ne pas parler au nom des autres, sortir du capitalisme ne suffira pas à avoir une société écologiste, etc. Parce que, justement, on a intériorisé tout un tas de représentations, en partie grâce au capitalisme, mais cette intériorisation fait que même si ce système économique disparaît, il faut qu'on ait ensuite d'autres représentations, une autre culture matérielle aussi, pour ensuite vraiment avoir une société écolo. Ouais. Et tu penses à quel levier pour ça, pour ce changement Ça c'est compliqué, hein. Je pense que les fictions, les récits, ça participe, il faut créer d'autres imaginaires. Et nous on parle justement de cette autre culture matérielle dans le livre qu'il faudrait créer, par exemple en retrouvant d'autres héritages végétaux sur lesquels on se fonderait pour
avoir des plats végétaux, etc. Mhm. Euh, et ça, typiquement, on pense que avoir cette culture matérielle, c'est-à-dire par exemple, c'est des moments de cuisine collective où on va cuisiner des choses d'origine végétale, ou même avoir des lieux où on a d'autres formes de relations avec les non-humains, les refuges en soi, Mhm. ou même des lieux en agriculture sans exploitation animale, ce qui ne veut pas dire agriculture sans animaux, c'est Oui. quelque chose qui est Oui. différent, et peut-être qu'on y reviendra. Tout ça, ça participe à créer un imaginaire différent. Mhm. Oui. Et évidemment, les discours, etc., les livres, les films, etc. Mais pas seulement, il faut aussi des choses concrètes. Ouais, c'est repositionner ce lien d'interdépendance dans tous les chaînons finalement de notre système. Et justement, les pratiques alimentaires, elles ont souvent été délaissées, on va dire, par la gauche, les écolos, globalement notre milieu politique, sous couvert que c'était quelque chose qui était souvent utilisé, et c'est vrai, par les nationalistes, parce que c'est la tradition, Oui. etc. Mais nous, on pense peut-être que c'était une erreur dans le sens où il est vrai que le concept de tradition a été accaparé par une certaine partie du spectre politique, mais cette idée de culture matérielle, cette idée qu'on a des pratiques qui forgent en fait le collectif, ça c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer pour forger des sociétés meilleures, quoi. Oui, et puis finalement ça fait partie d'une culture commune, même si vous expliquez dans le livre que finalement au départ ces repas étaient réservés aux plus aisés, des repas pleins de viande, gastronomique, enfin c'était pas forcément le repas que toutes les populations pouvaient se permettre, et qu'en fait ils sont devenus représentatifs d'un terroir, alors qu'ils ne représentent pas tous les habitants de ce terroir. Oui, et surtout, les traditions ont un rôle symbolique et pas un rôle historique. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à des moments précis notamment pour faire face à des crises de surproduction. C'est pas des choses qui existent éternellement, c'est des choses qui ont été créées de manière symbolique. C'est des artifices, finalement, pour, par exemple, écouler certains aliments face à une crise de surproduction. Le reblochon, la tartiflette. Ah oui, ça m'a vraiment étonnée. Typiquement, ça a été créé pour faire face à une crise de la surproduction. Même le camembert de Normandie, je crois que c'est à peu près la même chose. Et en fait, souvent, après avoir créé ces traditions et avoir créé une demande à partir avec de la publicité, avec tout un tas de représentations, etc., oui. On se retrouve avec trop de demandes, et donc ensuite on se retrouve à importer des produits de l'autre bout du monde parce qu'on n'est pas en capacité de faire face à cette demande-là. Oui, tu parlais des escargots, je crois, du Portugal, c'est ça, du Portugal je sais plus si c'est Portugal ou Grèce. Ah oui, de Grèce. Le foie gras, pareil, le foie gras d'Aquitaine, après ça vient du foie gras de Hongrie. Donc, et c'est souvent des mécanismes qui sont récurrents. Et oui, tu t'as dit que la gastronomie, comme on la présente, la gastronomie française, etc., justement, cette idée de tradition, etc., au début, c'était réservé aux élites, et même aujourd'hui, qui aujourd'hui mange entrée, plat, dessert, plateau de fromage, clair, etc., et plateau de charcuterie à chaque repas, il n'y a personne qui fait ça. En fait, c'est plutôt des représentations qu'on a, et encore une fois, d'où l'importance de participer à créer d'autres représentations, et aussi de rappeler qu'il y a plein de plats qu'on mange aujourd'hui qui étaient en fait sans viande à l'origine. Le cassoulet, qui est un plat qui est servi avec de la viande aujourd'hui dans 99% des cas, je pense. À l'origine, c'était qui est aussi vu comme le plat du pauvre dans le sud. C'était un plat qui était sans viande dans la très grande majorité des cas. Parfois il y en avait, mais dans la très grande majorité des cas, il n'y en avait pas. Et c'est peut-être d'autant plus frappant dans d'autres pays aussi, parce qu'on essaye on fait une grosse partie sur la France, mais on essaye de parler aussi d'autres pays. En Afrique de l'Ouest, typiquement, pour prendre un exemple précis, le mafé au Mali, qui est aujourd'hui servi avec de la viande dans la plupart des cas aussi, en fait le mafé à l'origine c'est le nom d'une plante. D'accord. Et c'était un plat végétal. Et en fait, ça a été carnisé progressivement, et aujourd'hui, on a presque oublié cet héritage-là. Et c'est pareil pour d'autres plats en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc.
La colonisation a aussi joué là-dedans. Oui. C'est pas uniquement la colonisation qui est à l'origine de ça, c'est important de le préciser, mais ça y a participé. Par exemple aussi en écoulant la surproduction de lait européenne, en en allant vendre du lait en poudre à ces pays-là, alors même qu'à la place de l'allaitement, on déconseillait l'allaitement et on disait plutôt prenez du lait en poudre, etc. Pour les jeunes enfants. Et voilà, et au fur et à mesure, il y a eu une carnisation progressive de tous ces plats-là. En Amérique du Sud, on pourrait prendre l'exemple de l'Argentine, qui était un pays où il n'y avait pas du tout d'élevage avant la colonisation, ou presque pas d'élevage. Il y en avait, mais un petit peu. En 1890, après la colonisation, l'Argentine est devenue une plaque tournante de l'exportation de viande à l'échelle mondiale. On pourrait faire le même constat en Australie ou en Nouvelle-Zélande, par exemple. Et en Asie, on pourrait dire, pour le cas de l'Inde ou du Sri Lanka, c'est des mécanismes qui sont plus récents. En fait, ce qu'a vécu l'Afrique il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, plutôt dizaines d'années quand même, et en fait, on est en train de le vivre en Inde et au Sri Lanka, c'est-à-dire qu'il y a encore, au début du siècle, on va dire, la part végétale dans les cultures était beaucoup plus importante, et aujourd'hui, on a une carnisation progressive. Et aujourd'hui, même dans les plats où il y a de la viande, il y a encore des protéines végétales. Et c'est un peu le marqueur du fait que, historiquement, c'était des plats qui n'étaient pas forcément carnés, mais qui sont en train d'être carnisés. Mais moi aussi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que justement, c'est très évolutif et que ça dépend d'un contexte culturel, économique. Et donc, si ce contexte change aussi, ça va avoir un impact sur les pratiques individuelles par voie de résonance. Je voulais te poser également une question liée à ça, mais qui s'ouvre vers un autre sujet. C'est dans une des interviews, tu dis qu'une de tes priorités, peut-être que ça a changé, mais tu me diras, c'est de créer des espaces écologiques. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et qu'est-ce que c'est pour toi un espace écologique ? Des espaces écologiques. Oui. Je sais pas si c'est une des priorités, mais en tout cas, ça me semble quelque chose d'important. C'est des choses qui ont un impact concret pour moi et qui permettent de créer justement ces autres formes de relations. Je parlais des refuges tout à l'heure, des cultures en agroécologie, sans exploitation animale notamment. Ça peut être des forêts en libre évolution ou des forêts, d'agroforesterie. Ça peut être des jardins ouvriers en milieu urbain. Pour moi, c'est vraiment des espaces, en fait, où on va construire d'autres formes de relations avec aussi bien les humains que les non-humains. Construire des relations de manière concrète. D'accord. Ce qui est peut-être différent, par exemple, des manifs ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, oui. Où il n'y a pas forcément des relations qui se construisent de manière concrète sur un espace donné. Mais en soi-même, par exemple, faire des maraudes en récupérant des invendus de boulangerie et en créant des relations de solidarité avec des personnes exilées, par exemple, pour moi, ça entre aussi dans ce genre de pratique. Et aujourd'hui, comment tu contribues à créer ces espaces, justement, écologiques ? Je sais pas, c'est une vaste question. Mais là, avec tes amis, on fait pas mal des maraudes, justement, à Paris, parce qu'il y a toujours beaucoup de sans-abri et d'exilés aussi qui sont là et qui sont pas du tout pris en charge par l'État et parce que c'est contre les principes en fait presque de l'État avec lesquels on essaie de construire quand même des relations de solidarité, etc. Il y a plein de collectifs et d'assauts qui sont sur ce terrain-là parce qu'il y a des vrais besoins, alors que il y a rien qu'à Paris, il y a 270 000 logements vides, et encore je crois que c'est les chiffres officiels de la mairie de Paris, donc je pense qu'en réalité il y en a plus. Oh là là, c'est énorme. Et ça montre à quel point juste en arrêtant la spéculation et en réquisitionnant tous ces logements vides et en faisant de la rénovation thermique notamment, il y aurait plus du tout de problème de logement en France, quoi. Donc tu te concentres d'abord au niveau local sur les territoires que tu connais. Et c'est ta priorité ? Je sais pas si c'est ma priorité. Après, récemment, il y a eu plein de trucs. Il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites, même si ça n'a pas abouti auquel j'ai participé.
Je suis pas forcément sur un truc en particulier, Ouais. je suis un peu disperse partout, quoi. D'accord, donc plus voilà au niveau social, politique, en ville. Ouais, bah comme je suis en ville, Ouais, plutôt là-dessus. Mais après, bah, pour les études, par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt de l'agroécologie. ouais. Sûrement de la recherche, mais voilà. Mhm. Parce que je pense que, justement, ça cristallise plein de problématiques, des problématiques à la fois techniques. Comment on fait une agroécologie en pratique, quelle technique, quelle pratique culturelle. Ouais. Et par exemple, quelle place pour les animaux. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que il n'y a pas forcément de champ de recherche qui existe à ce niveau-là. Ouais, il y en a Parce, très peu. parce que en fait, c'est plutôt resté un domaine qui est, enfin, quelque chose qui est resté cantonné à la philosophie, Voilà, c'est ça. ou à l'anthropologie, etc. Mais pas tellement à l'agro, enfin à Ouais. l'agronomie. Ouais. Donc ça, il y a des problématiques à la fois techniques, mais aussi philosophiques et politiques. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement intéressant, et en plus c'est un domaine dans lequel on est en lien avec les gens qui produisent directement. Ouais. Donc là, est-ce que dans ce sujet, tu retrouves justement les différents prismes de ce sujet central, des relations du vivant, donc à la fois l'aspect humain, à l'aspect social, économique, avec le modèle de l'agriculture, la relation de compagnonnage avec les animaux, Ouais. et puis en même temps l'impact, je l'espère limité, écologique sur le milieu de la production. Ouais, bah voilà, justement, je trouve qu'il y a plein de problématiques et que, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que par exemple en écologie, scientifique, en écologie de la conservation par exemple, j'ai l'impression que l'essentiel de la connaissance, pardon, on l'a, et qu'ensuite on manque juste de volonté politique pour les mettre en œuvre. Ouais. Et alors que dans ce domaine-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de nœuds sur lesquels il faut travailler, quoi. Ouais. Ben, tu disais justement dans cette même interview que un des rôles de l'être humain, c'était de coopérer à grande échelle. Est-ce que tu penses que cette coopération à grande échelle peut porter ce genre de transformation ? Oui, sûrement. Je sais pas si c'est, en fait, je sais pas si c'est un des rôles, mais en tout cas, je pense que c'est une des spécificités de l'humain, de par son histoire évolutive, de pouvoir coopérer à l'échelle de systèmes politiques qui peuvent être assez importants. Parce que chaque espèce a ses spécificités. Et ce qu'il faut rappeler d'ailleurs, c'est que justement, en fait, on a souvent tendance à dire que l'humain est unique, etc., qu'il est spécial, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'il est unique, mais il n'est pas unique dans son unicité, quoi. Oui. Et donc, je pense que oui, la coopération à des échelles importantes, c'est ce qui fait peut-être l'une des spécificités de l'humain et que ça peut participer à créer d'autres modèles politiques, à avoir par exemple à constituer des communs et à poser et à gérer les choses comme si c'était des communs et pas avoir une gouvernance technocratique de quelques-uns qui décident pour l'entièreté du monde. Ouais. Oui, peut-être à titre de comparaison, tu cites et vous citez aussi beaucoup Baptiste Morisot. Je crois que c'est un penseur qui t'inspire beaucoup. Et lui, il parle justement de diplomatie animale, donc d'autres formes de coopération. Donc les êtres humains ne sont pas les seuls à pouvoir coopérer. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Et juste, tu as parlé de compagnonnage tout à l'heure, et je pense que c'est important aussi de le définir. Le compagnonnage, c'est fondé sur des relations de réciprocité et aussi sur ce qu'on appelle des égards à la liberté. Les égards à la liberté, ça vient, pour nous, ça vient un peu de ce concept justement des égards ajustés de Baptiste Morisot. Les égards à la liberté, c'est cette idée qu'il faut ajuster nos formes de relations en fonction de ce que signifie la liberté pour chaque animal ou pour chaque être vivant qu'on considère. C'est-à-dire que la liberté pour une vache, c'est pas la même chose que la liberté pour un humain ou la liberté pour une fourmi. On n'est pas en train de dire que tous ces animaux-là doivent avoir un droit au logement. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ça suppose aussi que la forme de relation à avoir, elle n'est pas définie. On n'est pas en train de dire il faut avoir cette forme de relation, etc. Mais justement, en fait, il y a des choses qui nous paraissent impossibles dans le cadre de ces égards à la liberté, notamment par exemple l'industrialisation de la mise à mort,
et même de manière générale la mise à mort systématisée, et l'enfermement des animaux, etc. Et ce qu'on appelle l'accaparement des destins. C'est-à-dire que dès que les animaux naissent, on sait déjà à quel moment on va les tuer. Ouais. Et donc, en fait, les animaux n'ont finalement presque aucune forme de liberté, puisqu'on s'accapare leur destin avant même qu'ils naissent. Et ça, évidemment, c'est pas possible dans ce cadre des égards à la liberté, mais les relations qu'il faudrait avoir, elles sont pas non plus tout à fait définies. Puisque justement cette liberté, ce que signifie la liberté pour chaque animal, elle est pas hyper intuitive non plus, et en fait c'est justement un espace de pensée et d'enquête permanente qu'on essaye d'ouvrir avec ça, et qui est en fait un espace à investir, quoi. Oui, et aussi de laisser sa place à ce qui se noue dans la relation ou pas, enfin peut-être que la relation entre l'homme et l'animal ne va pas se tisser, si Ben, peut-être juste, je voudrais rappeler quelques chiffres. Vous citez là dans ce livre que 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs. Donc voilà, et on peut faire un parallèle un peu à l'opposé. La biomasse des mammifères sauvages ne représente que 4% sur toute la Terre. Enfin, voilà, donc 96% des autres mammifères sont des animaux, des mammifères justement domestiqués, quoi. Ouais, soit des humains, soit des mammifères domestiqués. Des humains font partie des mammifères au sens large. D'accord, merci beaucoup Vipoulan. J'ai trouvé ça passionnant. Donc, comment on peut suivre tes engagements? Comment on peut savoir quelles sont tes prochaines inspirations? Est-ce que tu es sur des projets actuellement? Des envies? Comme je disais, je suis un peu éparpillée, donc je sais pas trop de quoi parler, et je fais en fonction de ce qui se présente. Ouais. En fonction, là il y a eu le mouvement social, et en fonction des contextes locaux particuliers aussi. Ouais. Et puis sinon, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais suivre ce qui se passera. Et il y a plein de choses à faire, rien qu'à Paris, en Île-de-France, sur les questions écolo, sociales, etc. Ouais. Donc voilà. Ouais, il y a de quoi faire. Et puis, si on veut te voir mettre un visage, il y a aussi le film Animal, donc de Cyril Dion avec Bella Lac. Ouais. Peut-être, est-ce que tu veux juste nous en dire deux mots? Est-ce que ce film a créé un tournant dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose? Tu parlais déjà de ce passage donc, de l'environnementalisme à l'écologisme, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur l'après-animal? Je dirais que c'était essentiellement ça, le passage de l'environnementalisme à l'écologie, et puis aussi des rencontres qui ont permis de développer une réflexion. Je parlais de Baptiste Morisot qui m'a inspiré beaucoup, mais aussi d'autres, par exemple des éleveurs qu'on a rencontrés, et paradoxalement c'est aussi des personnes qui m'ont beaucoup fait réfléchir, et parce que justement souvent on a tendance à opposer entre d'un côté les éleveurs, les agriculteurs en intensif, et de l'autre côté les écolos, etc. Alors que c'est aussi parfois des gens qui veulent sortir de là, et qui n'ont pas forcément les moyens économiques d'en sortir, puisque la plupart des agriculteurs aujourd'hui sont très très précaires. Et que il y a la FNSEA par exemple, qui est le syndicat agricole majoritaire, a un peu la main mise sur la grande majorité des terres, et donc il y en a plein qui sont ici affiliés à la FNSEA pour ces raisons, ou qui développent des postures très critiques par rapport à ça, mais qui ont peur de parler du fait des représailles, parce qu'il y a aussi un véritable règne par la peur dans ce milieu, de ce qu'on nous a dit. Et puis l'autre chose, c'est il y a aussi des éleveurs qui, ça c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, qui s'ils avaient la possibilité de ne pas envoyer leurs animaux à l'abattoir, ils les enverraient pas. Mais aujourd'hui, en fait, il y a la contrainte économique qui pèse encore une fois. Et ce qu'on dit dans le livre, c'est que justement, les éleveurs, c'est aussi des gens qui ont plein de compétences et plein de connaissances sur les animaux domestiques que nous, on n'a pas. Et en tout cas, moi, que je ne prétends pas avoir, parce que, comme j'ai dit, j'ai vécu en ville, quoi. Et avec lesquels on peut forger d'autres formes de relations avec les animaux domestiqués. D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais revenir, c'est la question signature du podcast, sur une définition pour toi d'une nouvelle conscience? C'est une question large. Une nouvelle conscience, pour moi, ça serait pas, il faudrait pas résumer ça à une question individuelle, mais une question collective, c'est-à-dire quelle autre culture on veut créer.
avec quelle représentation, quelle pratique matérielle, etc. D'accord. Merci Vipoulane. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!